Bienvenue donc dans Secret de Star. Je retrouve aujourd'hui Lucas Digne, 32 ans, né à Meaux. Eh non, ce sera Lucas Digne. Formé à Lille. Passé par Paris, Rome, Barcelone, Everton. Aujourd'hui Aston Villa. Champion du monde U20, vice-champion d'Europe avec les Bleus. Tu as traversé le football moderne avec constance, élégance, loyauté. Derrière le professionnel exemplaire que tu es, il y a aussi un homme sensible, curieux, engagé. Merci d'avoir accepté l'invitation dans Secret de Star. Merci de m'inviter, en tout cas, c'est super pour moi d'être là et de pouvoir partager un peu plus de ma personne et de mon intimité aussi. Donc non, c'est super cool comme projet et j'ai hâte de faire ce podcast. On va revenir sur ta carrière. Et premièrement déjà, quel a été ton rapport au football? Comment tu as débuté et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être footballeur? C'est tout simple, en fait, j'ai un grand frère. J'ai un papa qui adore le foot, donc du coup, on baigne dedans depuis tout petit. Et donc du coup, à force de voir jouer mon grand frère, j'ai joué avec lui et voilà, c'est venu comme ça. Et après, j'ai commencé dans un petit club à côté de chez moi. Et puis après, j'ai monté les échelons. Mon frère a eu l'opportunité d'aller au centre de formation de Lille. Il est parti vers 13-14 ans. Donc mes parents l'ont laissé partir. Et pour se rapprocher après... Pour garder le noyau familial, on a déménagé et j'avais la possibilité de rentrer à Lille. Donc du coup, j'ai fait mon petit chemin là-bas. Et tu te souviens du moment où tu t'es dit, je veux en faire mon métier? Genre, tu te voyais en vivre du football? Sincèrement, pas tout de suite parce que c'est toujours resté une passion pour moi. Donc à partir de là, mais ça a commencé à prendre forme vers 14 ans, quand les choses elles commencent à devenir un peu plus sérieuses et quand un de mes coachs m'a dit « Ouais... si tu joues, je vais te repositionner un peu arrière gauche. Si tu joues là, je pense que tu peux faire une belle carrière, tout ça. » Et là, j'ai commencé à me dire, ouais, bon, peut-être il y a quelque chose à faire et ça pourrait être cool. T'as pris les choses au sérieux? Ouais, non, c'est ça, ouais. Et quand tu découvres le monde pro, tu signes ton contrat pro avec Lille. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans le monde pro? Les premières choses, les premières impressions? En fait, c'est un truc qui peut paraître bête, mais c'est le fait à Lille, il y a deux bâtiments. Il y a le bâtiment pro et le bâtiment joueur de ce centre de formation. Et en fait, je crois le truc le plus impressionnant, c'est juste de passer la porte. Quand tu passes cette porte-là, tu te dis, ouais, en fait, il y a quelque chose qui se passe et tu commences à toucher ton rêve. Et c'était vraiment quelque chose de marquant, le fait de franchir cette porte-là et d'aller directement dans le vestiaire avec les joueurs que j'avais vus quand j'étais petit, etc. Un exemple bête, mais Mathieu Debuchy. Ouais. Quand j'avais 12 ans que je suis arrivé à Lille, non, même pas, je vais te donner une anecdote. On a fait le Noël des enfants du club. Ok. Et donc du coup, il y avait les professionnels qui étaient là pour signer des autographes. Et Mathieu Debuchy commençait à jouer, il avait 19 ans, moi j'en avais 12. Il a signé un autographe et je suis arrivé peut-être 5-6 ans après et il était là. Donc au final, c'était des trucs bêtes. Et quelques années après, on en a parlé aussi. Je lui ai ramené la photo en rigolant, tout ça. Tu l'as gardé? Ouais, non, je l'avais gardé, mais c'était un beau souvenir pour moi. J'étais petit. Et après, en plus de le voir comme ça dans le vestiaire, c'était cool. Ouais, ce rapport entre les joueurs, qu'on soit pro ou pas, c'est garder ce contact. C'est ça, aussi non, avec, bien sûr. la formation. Ouais. En 2013, tu signes au Paris Saint-Germain, tu as 19 ans, Ouais. et tu découvres un vestiaire de superstars, les Ibrahimovic, Cavani, Thiago Silva et d'autres. Comment tu vis cette entrée dans le monde des superstars? Parce que pour le coup, tu as connu la Ligue 1, tu as connu Lille, Ouais. mais Paris, c'est un monde à part. Ouais, c'est un monde à part. C'est un club qui veut tout gagner quand j'arrive. Et j'ai cette ambition-là aussi parce que j'ai envie de grandir vite et tout se passait super bien. Donc du coup, c'était la prochaine étape logique pour moi de vouloir aller dans ce club-là. Et je restais en France, donc du coup, j'étais aussi à côté de ma famille. Donc tout était calé pour moi et c'était vraiment top. Et j'ai pu rencontrer aussi des super mecs qui ont pris soin de moi, qui m'ont aidé à grandir. Blaise, je pense notamment à Blaise et à Christophe Jallet et Douchès qui m'ont pris sous leur aile. Ils m'ont beaucoup aidé pour m'acclimater. Donc non, c'était vraiment super. Est-ce que quand on est français, quand on signe dans un club comme le Paris Saint-Germain, les attentes, elles sont plus... Ouais, elles sont plus développées, ouais. Après, j'étais jeune, donc au départ, c'est pas quelque chose auquel on s'y attend forcément.
Je passais de mon top club, Lille, club familial aussi. On arrive dans un monde différent et après oui c'est sûr que les attentes elles sont différentes. En plus j'ai eu la chance de vivre ma première sélection quand j'étais à Paris aussi, donc du coup les attentes elles sont décuplées aussi. Et tu as souvenir d'un moment marquant à l'entraînement avec ces joueurs-là? En Franchement plus, tu c'était étais tous les défenseur. jours. Tu devais défendre Ouais sur. non c'était tous les jours, hein. Franchement à Paris, non, il y avait du Et il y t'avais des avait mecs du qui avaient envie de gagner. très haut niveau. Ouais non c'était tout le temps. Avec Ibra il y avait toujours des trucs. S'il n'était pas content sur un centre, il allait te le dire. Peu importe s'il gagnait pas un jeu, c'était pareil. Non, ouais, c'était vraiment le très haut niveau. T'as un souvenir avec lui où il t'a un peu titillé sur un exercice? Non, sur un centre, par exemple, ouais, il va me dire ouais, ton centre il est pas bon, donc du coup tu t'appliques sur celui d'après, et après à la fin de l'entraînement il rigole avec toi. Il va pas te Mais dire ton centre il est pas bon, il va te regarder non, déjà. déjà il te regarde, le premier il te regarde, il te dit rien. Si tu rates le deuxième, commence à hausser la tête et après ça À commence parler à en rentrer suédois. sérieux, ouais, et après je dirais mais Ah, non, et au final ouais mais c'est des choses qui t'aident. Dans un match, tu vas avoir peut-être un ou deux centres, si tu le rates, tu rates une occasion de but et au final ça t'aide. Moins t'en rates et plus tu peux donner des passes D ou des choses comme ça. Tu arrives aussi à un poste où il y a devant toi un monument, Maxwell. Ouais, Comment vous vivez cette concurrence, lui qui est un top. joueur ultra professionnel, ultra classe? Ouais, mais tu l'as Voilà. dit, c'est l'ultra classe. Il m'a pris sous son aile, il m'a beaucoup aidé, on discutait beaucoup. Au-delà, tout le monde connaît le joueur, etc. Mais c'est un grand homme et il a un cœur énorme. Et sincèrement, ouais, il m'a beaucoup apporté. Et quand tu repenses à cette période à Paris, qu'est-ce que tu retiens finalement de ton passage à Paris? Non, je retiens que du positif. Sincèrement, j'ai eu des moments plus compliqués, mais après, ça a toujours, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté pour la suite de ma carrière et j'ai rencontré, j'ai pu avoir mes premières sélections, j'ai gagné énormément de trophées aussi avec le PSG. C'est des moments extraordinaires pour moi. Il y a ce fait marquant, c'est la Ligue des Champions, qui était ultra attendue à Paris, Ouais, tu le bien sais, sûr. depuis ton arrivée. On en parlait chaque année, c'est la saison, c'est la saison. L'année où tu joues contre Paris en Ligue des Champions, vous faites la remontada, mais toi, tu es Ouais, du côté Barcelonais. barcelonais. Comment tu vis ce côté, cette remontada côté barcelonais? Comment ça se passe cette semaine-là, cette semaine d'agitation et ce match? Bah déjà après le match aller, ça se on 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 faisait était la à gu- 4-0. on faisait la tronche. C'était pas facile, mais sincèrement Luis Enrique il a été extraordinaire. Le lendemain du match, on a rendez-vous au vestiaire. Il arrive, il nous met on est tous à notre place. Et il arrive avec le sourire, mais un sourire, sincèrement, je sais pas d'où il sortait. On vient de perdre 4-0 et il arrive, il nous dit ouais, bon les gars, ouais, on a perdu tout ça. On a peut-être que 1% de chance de passer, mais moi j'y crois et sincèrement, je pense qu'on peut le faire. Et après, il pose la question, il fait Léo, t'as déjà mis 5 buts dans un match, non? Le Messi dit ouais, ouais. Andrés, t'as déjà mis 4 buts dans un match. Ouais, ouais. Ah, c'est bon, on va le faire. Et après, il prépare la semaine normalement, sans problème, tout ça. Mais tu sentais qu'il se passait quelque chose. Sincèrement, il y avait une atmosphère différente d'une autre semaine. Et, et en vrai, le 1% de chance, il l'a répété avant le match. Il a dit, on n'aura pas 50 000 occasions. Peu importe la physionomie du match, pendant le match, on aura cette chance-là de pouvoir renverser le match et renverser la tendance. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, tous les éléments Tous sont en les votre éléments faveur. étaient... Ouais, c'est ça. Mais tous les éléments sont en notre faveur, mais il a fait en sorte que tous ces éléments-là Que la soient en notre confiance. faveur et que la confiance nous permette de réussir ça. Et est-ce que, quand on voit ce qui s'est passé, on comprend que le public peut être important Ouais, dans bien la sûr. victoire d'un match? Non, bah, ça c'est le 12e homme, comme on dit, c'est la vérité. Quand il y a 100 000 supporters derrière toi qui sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer, qui peut se passer, ouais, c'est sûr que ça fait la diff. Et quand on est joueur, comment on ressent cette pression? Parce que souvent, on peut la ressentir comme une pression négative, en ayant peur, entre Ouais, mais guillemets, de après, l'événement. on parle de clubs comme le PSG, Barcelone, c'est des clubs où les joueurs ils sont habitués à cette pression-là et ils sont là aussi pour ça. Le maillot du club, il est lourd et les joueurs sont habitués aussi à ça et c'est ce qui fait c'est ce qui fait ouais, la magie du foot aussi, c'est pour ces moments-là. Et ton rapport avec Luis Enrique à Barcelone, comment il était? Qu'est-ce qui t'a impressionné chez lui?
sa simplicité, il était proche des joueurs et c'est un acharné de travail. Il est proche de tout le monde et ouais, il essaie de faire que tout son groupe se sente bien et au final, ça a marché super bien. Et à Paris, ça marche aussi. Quand tu le vois faire ce qu'il fait à Paris, Bien sûr. te Non, ça me surprend pas. surprend pas du tout. Non. C'est un coach moderne, mais en même temps qui a des Ouais. ressorts un Non, peu exactement. de. Même quand il a réussi partout, il essaie toujours de se développer et de s'améliorer. Et c'est ça aussi qui fait qu'il reste au top. Ensuite, après Paris, tu bascules. Ouais, Où ça? à Rome. Je voulais voir si tu suivais le Non, fil de quand ta même, je la carrière. connais. Non, quand même. Non, non. Rome, l'Italie, Rome, ouais. le calcio italien. Qu'est-ce que l'Italie t'a appris? Beaucoup de choses. Pour un défenseur, beaucoup de choses. Ouais, ouais. Je suis arrivé un an après à Rome avec Rudy Garcia et Luciano Spalletti. Et non, franchement, j'ai beaucoup appris. C'était super important pour moi en tant que défenseur de passer là-bas parce que je voulais vraiment apprendre tactiquement. Il y a beaucoup de choses à apprendre et j'ai une version express et bien chargée en tactique. Donc non, c'était vraiment super. Donc Lucadine aujourd'hui parle français, italien, Ouais, parla italiano, si. molto bene, espagnol, Grazie. Espagnol. catalan, Catalan, non, espagnol, ouais. et Catalan, je anglais, connais quelques mots. Ouais, quelques mots, ouais. et anglais. Et anglais, ouais. C'est polyvalent, Non, il faut être bilingue, polyglotte, c'est important. polyglotte. Non, mais en dehors du foot, c'est important de pouvoir discuter avec les gens aussi. Quand tu vas, bah, par exemple, en Italie, c'était important pour moi d'apprendre vite la langue pour pouvoir juste aller faire mes courses ou des choses comme ça. Ma femme, elle allait faire ses études, donc c'était aussi important pour elle d'apprendre l'italien. Donc non, dans la vie de tous les jours, c'est aussi important. Et si tu te sens bien en dehors, bah, sur le terrain, c'est pareil. C'était dans le développement aussi en tant qu'homme, comme tu dis, Ouais, bien sûr. Non, non, à Rome, c'était ma première expérience à à l'étranger l'étranger. aussi, donc fallait vite apprendre. Rome, ensuite Barcelone. Encore une fois, tu arrives dans un vestiaire de superstars. Messi, Iniesta, Luis Suarez, Ouais, Neymar. Comment tu vis ce passage, encore une fois, c'est le de rêve, ça. Ça, l'Italie? Là, tu touches c'est à ton moi. rêve. Ouais, ça, c'était vraiment le club où je rêvais de jouer. Il y a un jour, mon père m'avait proposé d'aller voir un match du Barça. Et quand j'étais petit, je lui ai dit non, non, moi, mon rêve, c'est de jouer là-bas. Ce stade-là, le Camp Nou, c'est vraiment mon rêve ultime et j'ai vraiment envie de le réaliser. Et donc, du coup, on n'y était pas allé. Ok. Parce qu'on était parti en vacances en Espagne. Et du coup, on n'y était pas allé. Et tu Et avais mis de côté ce projet ce pour. projet, c'était pour moi. Ok. Et au final, quand j'ai reçu le coup de fil de Luis Enrique, comme quoi le Barça me voulait, tout ça, j'ai j'ai même pas réfléchi, comme je pense 99% des joueurs ne réfléchiraient pas. Et ouais, non, quand je suis arrivé là, c'était juste extraordinaire. Comment ça s'est passé? Luis Enrique Il t'appelle? m'a appelé en fait et il m'a dit ouais, je veux que tu viennes, je veux que tu viennes au Barça, tout ça. Du coup, bah, Bah, moi, j'arrive. on signe quand? Non, c'était rapide, hein, mais Là, pour le coup, non, c'est exceptionnel. quand tu arrives à Barcelone, la première chose qui t'impressionne, c'est quoi? La simplicité du vestiaire. Tous les joueurs, ils sont tous humbles. Alors C'est-à-dire qu'ils qu'ils ont tout gagné. ils pourraient avoir des égos, pas du tout. Ils ont gagné l'année d'avant la Ligue Ils ont des gagné la Champions. Ligue des Champions, mais non, le vestiaire, il est humble, tout est simple. Le club fait super attention aux familles aussi. C'est quelque chose qui m'avait marqué. Non, franchement, tout est mis pour que le joueur se sente bien sur le terrain, en fait. Et ton rapport au vestiaire, aux stars, aux superstars, Lionel Messi par exemple, comment t'échanges avec Non, lui? comme je te disais, c'est des personnes super simples. Quand les gens me posent la question, ouais, est-ce que Messi il est gentil? Ouais, il est super gentil, ouais. J'ai une anecdote, j'étais parti à Disney avec ma famille. On avait eu des jours off quand on était à Barcelone. Je savais pas qu'il était là. Et je reconnais sa femme comme on s'était vu à plusieurs dîners. Et donc du coup, je lui dis bonjour et tout. Et peut-être 10 minutes après, je reçois un message. Ouais, viens manger avec moi, je suis dans une salle derrière, tout ça. Et je dis, bah non, reste avec ta famille, tu les vois pas souvent, tout ça. Mais de toute façon, on se voit dans un jour et tout. Mais Il était merci pas beaucoup et obligé. tout. Non, non, il était pas du tout. Mm. Pourquoi il aurait juste pu me dire, ouais, Ouais, même apparemment, pas un ouais, bon, t'étais aussi on se voyait là-bas. dans une journée. Ouais. Donc au final, c'était juste adorable. Et non, c'est quelqu'un de très gentil et tout le vestiaire était comme ça. Ouais, derrière
le mythe, la légende. C'est ça, qu'il est, non. Et Andrés Iniesta, c'est la même chose, c'est juste la classe. Et Neymar aussi, c'est la classe. Ouais, la même. Non, c'est pareil. Tu mettais des petits points à l'entraînement, il tentait des... J'étais souvent dans son équipe, donc ça va. Ils avaient chacun la plupart du temps, quand on faisait des jeux réduits, Messi avait une équipe, Suarez avait une équipe et Neymar avait une équipe. Mais c'était cool. C'est quoi ton moment fort à Barcelone, ton plus beau souvenir? C'est peut-être mon premier but au Camp Nou. J'avais marqué, donc non, c'était cool. C'était un beau moment. Marqué au Camp Nou. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu avais célébré comment? Je crois que j'avais fait un cœur. Il devait y avoir ma famille dans les tribunes. Et comme j'avais pas encore les petits, j'avais pas d'idée à me donner. Donc du coup, Ça se développait, c'était ouais, un non, ça, après, ça, je leur laisse. Comment vous vivez, tu y étais encore, à l'été 2017, le départ de Neymar? Vous êtes en tournée, je crois, On est aux en tournée aux États-Unis, à Miami, ouais. Ouais, comment cette période-là, elle est vécue? Parce qu'il y a beaucoup de... C'est un peu agité. Ouais, ça parle beaucoup. Non, c'est un peu agité et on sait pas tout ce qui se passe derrière, on va dire en backstage, tout ça, mais ouais, on sent que c'est plus agité que la normale. Tout le monde, entre guillemets, essaie de le retenir. On connaît tous sa qualité et on savait qu'il était super important aussi au Barça. Et après, je pense que son choix, il était déjà fait et au final, mais ouais, c'était un peu plus agité que d'habitude. Il était dans quel mood, lui? Il était... Non, par contre, il était tranquille. Il était vraiment tranquille. Il s'entraînait avec le sourire, la banane tout le temps. Non. Derrière, il est parti dans ton club? Non, c'est ça. Non, il est parti à Paris après. Après, il a fait ses belles années là-bas aussi. Quand on parle aussi de toi à Barcelone, hormis le football, il y a un événement fort, c'est en 2017. Tu habitais Plaça de Catalunya, si je le prononce bien. Et tu te trouvais chez toi lorsqu'une fourgonnette percute des passants, cause la mort de 14 personnes. Et t'en profites, toi, pour aller porter secours à des passants dans la rue qui ont vécu cet accident, cet attentat. On en a très peu parlé, t'en as très peu parlé de cet événement. Ouais, j'ai dû peut-être en parler une seule fois parce que ouais, c'est pas quelque chose. Je vois pas l'intérêt, entre guillemets, de me mettre en valeur pour quelque chose qui pour moi était quelque chose de normal. Mais ce geste, voilà, on dit long sur toi, c'est que humainement, t'as pas hésité à aller. Non, parce que de base, en fait, comment j'étais sur la terrasse avec ma femme, en fait, et on entend un gros boom. Et en fait, de notre appartement, on voit le haut de la Rambla. Et j'ai la chair de poule en parler. Et en fait, à partir de ce moment-là, je vois juste une personne allongée. Et il faisait 40 degrés et on n'entend pas les sirènes ni quoi que ce soit. Et je dis, ouais, c'est bizarre. Je dis, je vais descendre. Je dis, je vais aller voir. Et donc, du coup, je descends. Et en fait, au moment où je descends, je me rends compte qu'il n'y a pas qu'une seule personne. Donc du coup, je remonte chez moi, je vais chercher de l'eau et des serviettes, et je redescends. Et à ce moment-là, les policiers, les urgences, tout ça, ils commençaient à arriver. Et donc du coup, il y a un policier qui m'a laissé passer et qui a expliqué aux autres. Et donc du coup, après, j'ai ramené les serviettes, etc. Et après, oui, je me suis rendu compte en arrivant sur la Rambla que c'était beaucoup plus grave que ce qui était prévu. Comment tu as vécu ça derrière, cet événement, le fait d'avoir vu ça aussi de près? Pas bien, non, parce que après, tête des personnes, tu sais pas exactement dans quel état elles finissent ou elles sont à l'heure actuelle, je sais pas du tout. Donc après, pendant quelques temps, j'ai eu du mal à dormir, tu dormais pas forcément bien. Donc après, c'est des choses qui te marquent, mais ça fait partie entre guillemets de la vie. C'est un acte héroïque, faut le rappeler. Ouais, non, c'est un acte humain. Non, ouais, humain. Mais plus humain que. Qui en dit long sur toi, sur ton soutien gentil. à ce moment-là. Et ça a changé ta façon de voir la vie, cet événement? Ouais, non, ça c'est sûr que ça m'a changé aussi. Ouais, non, c'est sûr que t'as plus le même rapport forcément avec des broutilles du quotidien. C'est différent et tu t'en rends compte aussi. Plus le temps passe et après j'ai eu des enfants, donc ça décuple aussi ça. Mais c'est sûr que ouais, non, ça peut te rendre meilleur aussi. En 2018, tu rejoins Everton. Everton, ouais. L'Angleterre, la première ligue. La pluie. Tu passes du soleil à la pluie. Comment on vit cette transition? Ah, moi, je l'ai bien vécu. Il faudra poser la question à ma femme. Parce que passer de Barcelone à Manchester, Liverpool, c'est... L'Italie, l'Espagne. Non, je l'avais fait rêver au début. Après, on va revenir sur du football. Mais première ligue, non, exceptionnel. Non, franchement,
J'avais eu le Marco Silva au téléphone, il m'a dit qu'il voulait absolument que je vienne jouer pour lui. J'ai dit let's go. Et du coup, je suis parti là-bas et non, c'était top. L'intensité, la façon de L'intensité vivre des les matchs de matchs, foot, les supporters, les stades pleins à chaque match, les pelouses elles sont les exceptionnelles. gros matchs tous les week-ends. C'est ça, non, c'est juste un rêve. La mentalité est aussi différente, les gens ont un rapport différent avec le foot et non, c'est super agréable. Tu as vécu les classicos au Barça-Real, Ouais. mais les derbies Everton-Liverpool, ça a une saveur particulière. Franchement, j'ai dû faire dans ma carrière, j'ai vraiment eu pas mal de chance parce que j'ai fait les Les Paris-Marseille, j'ai fait Barcelone, Lille-Lens, Lille-Lens, Lazio-Roma et Everton-Liverpool. alors parmi tous ces matchs-là, Non, le Real-Barça, ça reste le plus attendu. Ça, c'est sûr. surtout votre période, c'était... Ouais, c'était vraiment tendu. Après, Lazio-Roma, c'est pas mal aussi, hein. Parce Ouais. que c'est le même stade. Ouais. Donc, il y a une saveur aussi C'est vrai. particulière. L'identité de... Ouais, vraiment. Mais Liverpool aussi, c'est pas mal, vu que tu vois les deux stades. Franchement, non, chacun son petit piment. Et ça chambre pas mal chez les Anglais, en fait. Ouais, non, ça toujours. En plus, moi, j'ai eu la chance d'en gagner un et ça faisait, avec Ancelotti, ça faisait 21 ans qu'on n'avait pas gagné là-bas. Donc, du coup, gagner à Anfield, c'était pas mal. C'est ça, tu fréquentes Ancelotti à Everton. Qu'est-ce que ce coach mythique t'a apporté? Beaucoup de choses, hein. Déjà, humainement, c'est vraiment la classe. Il est comme à la télé ou en Comme on interview, dépeint, il ouais. est top, il est proche des joueurs. C'est vraiment... En Angleterre, ils l'appellent un peu le main manager. Comment il gère son groupe, il est vraiment proche des joueurs. Pas forcément tactiquement, mais plus humainement. Et il essaie d'apporter beaucoup de choses comme ça. Tu as connu aussi Steven Gerrard, Ouais. qui faisait un peu sa première expérience en tant Ouais, que coach. après, il venait des Rangers où il avait Rangers. gagné. Crois-moi, il avait des restes. Ouais, non, Ah ouais? c'était plus que des restes, ouais. Ah, les passes, là, les passes tendues, coup de pied, non. Il pouvait Des- mettre un maillot, bon, pas le bon maillot, mais Ouais, non, mais franchement, ouais, non, il y a des fois où il faisait des parties d'entraînement avec nous, il était encore fit, hein. Et aujourd'hui, Aston Villa, tu t'épanouis totalement dans ce club. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît à Aston? Bah, franchement, l'alchimie, elle s'est faite vite, avec les supporters, avec le nouveau coach Unai Emery qui est arrivé. Non, c'est vraiment une bonne alchimie. Le projet du club fait que grandir, donc au final, tout se passe bien. Bon, tu kiffes. T'es en Donc je plein kiffe. Ouais. Là, t'es Non, dans un... avec la première ligue, tout va bien. Donc, Il n'y a pas de raison de quitter la première ligue, là. T'es bien. non, je suis bien. Non, Et la je viens de Bundesliga prolonger aussi. en plus. Ouais, non, c'est une langue qui m'attire moins, on va dire. En plus, c'est compliqué, donc non. Je reste sur le côté méditerranéen, bon, anglophone, ça va. Et bien sûr, dans ta carrière, il y a l'équipe de France, le maillot bleu. Porter le maillot bleu aujourd'hui, c'est plus devenu une responsabilité qu'un rêve, Non, c'est un rêve. toujours. Ouais, toujours. Non. Je pense que c'est le rêve ultime de tous les joueurs de foot, français ou étrangers pour leur pays, pour représenter leur pays. C'est le rêve ultime, c'est le plus haut niveau. Quand ça arrive, que ce soit la première ou je pense la centième fois, ça a toujours une saveur particulière et c'est toujours un plaisir. Donc, quand tu remets ce bleu de travail, c'est toujours... Ouais, c'est un Avec beau bleu. Non, c'est tout. Ouais, non, toujours. Tu as connu les hauts avec l'équipe de France, l'Euro 2016, tu es présent dans cette équipe. Tu as connu aussi les bas. Comment on a réussi à garder la flamme quand on est en équipe de France, quand on l'est moins? Bah, à partir du moment où on y a goûté, je pense qu'il y a toujours cette petite envie qui est là, au fond de toi, et tu as envie d'y regoûter. Et ouais, pendant la période où j'étais pas appelé, c'était pour moi, c'était toujours un objectif entre guillemets. J'avais mon plus grand qui commençait à comprendre aussi ce qu'est le foot. Donc du coup, quand j'ai reçu l'appel du coach, qui voulait me rappeler, je me suis posé la question comme j'avais des enfants et au final, non, tout était clair dans ma tête. Je savais que j'avais cette envie-là et non, c'était top. Et là, tu as des coéquipiers, des joueurs que tu as connus par le passé revenir, comme un Florent Ouais. Thauvin. Comment il a vécu ce retour en bleu? Non, c'est une belle histoire pour lui aussi parce qu'il il a eu beaucoup de galères et au final, ça montre que son travail, il a payé et c'est beau. C'est rare, mais au final, quand le travail est là, ça paye. Ouais, 6 ans, c'est Ah ouais. Ah, c'est rare. long, hein. Ouais, c'est long. C'est long. Tu as partagé plusieurs vestiaires avec différentes générations. Quelle différence tu vois entre les bleus d'avant et ceux d'aujourd'hui? Sincèrement, je pense que chaque vestiaire est différent. Là, par exemple, à Aston Villa, le vestiaire est différent de l'année dernière. Ouais.
dès que tu as des nouveaux joueurs, entre guillemets, il y a des choses différentes auxquelles il faut s'adapter. Et il y a toujours énormément de respect vis-à-vis de tout le monde. Tu vois des belles valeurs. Et non, franchement, non, c'est des top vestiaires. C'est différentes générations, mais ça reste des top personnes. Et sincèrement, non, il n'y a pas de grosse différence. Non, peut-être que maintenant, c'est plus une question de société, on va dire. On est plus sur nos téléphones. Tout le monde quand même discute ensemble dans le vestiaire. On arrive à trouver énormément de moments aussi comme ça. Mais c'est peut-être juste la chose que tu vois à l'heure actuelle. Mais sinon, non. Ou on est peut-être un peu plus expressif. Peut-être, ouais. Ouais. Ouais, on se montre les réseaux sociaux. Ouais, non, mais ça fait partie maintenant. À l'heure actuelle, c'est aussi un business pour beaucoup de gens et en dehors du foot. Donc, c'est vivre avec son monde aussi. Comme beaucoup aujourd'hui, les médias parlent de vos arrivées à Clairefontaine. C'est ça en fait partie. Chose auquel, à l'époque, les joueurs les joueurs, tu les voyais pas arriver déjà. C'est vrai. Ni arriver ni partir. Ah, c'est ça, non. Maintenant, on sait qui est arrivé, dans quelle tenue. Et... Maintenant, tu dois laisser ta valise dans le coffre de la voiture. Tu prends une voiture pour faire 10 mètres. Non, et tu penses à ta tenue. C'est ça, non. Encore, moi, ça va. Moi, je suis pas dans le délire de la tenue. On a vu, c'est simple. Moi, ça va toujours rester simple. Ouais. Non. C'est du caddie. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut penser que moi, je dépose les enfants à l'école le matin. Donc, si j'arrive en mode tenue Fashion Week... Avec le masque. C'est plus compliqué. Et tu vas rester à l'école avec les enfants. Non, c'est ça, ouais. Ils seraient pas contre. Quel joueur t'a le plus inspiré en sélection, que ce soit en le côtoyant ou en l'ayant vu à la télé? Le joueur en sélection. T'as le droit de dire toi si tu veux. Hein. Non. Non, je suis en train de réfléchir parce que j'en ai eu beaucoup quand même. Des très bons exemples en sélection. Je dirais peut-être Hugo, parce que c'était vraiment un acharné de travail et il faisait vraiment attention à beaucoup de choses. Après, en club, tu l'as dit, Maxwell, il a été très important, et aussi Andrés Iniesta. Parce que ouais, c'est un top exemple en tant que personne et en tant que... Des exemples bêtes, quand on faisait des dîners, par exemple, entre les joueurs, premier à partir, normalement, c'est pas le capitaine. Et là, c'était lui, capitaine. 10h30, il est à la maison. Il est à la maison avec les enfants, en train de dormir pour se récupérer pour le lendemain, pour préparer, pour pas se blesser, pour faire attention. T'as des jours off. S'il a pas joué, il annule le jour off, il vient et il s'entraîne. Ah, ok. Donc non, c'est... La rigueur jusqu'au bout. Pourtant, il avait déjà 33 ans et tout gagné. Il avait tout gagné, rien à prouver à personne. Mais non, il voulait être au top. Ouais, on le voit encore aujourd'hui, c'est un amoureux du football. Ah non, il est juste top. Ouais. Tu as loupé la Coupe du Monde 2018. Ouais. Tu as loupé la Coupe du Monde 2022. Il y en a une qui arrive aux États-Unis. C'est au coach qui m'a demandé. Au coach. Non, mais j'imagine que toi, dans ta tête, c'est un truc... c'est plus qu'un rêve, c'est un objectif. Ouais, c'est un objectif, bien sûr. Non, c'est un objectif. Bah, de toute façon, si je suis là aujourd'hui, c'est que c'est un objectif et il faut que ça le reste. J'en ai loupé et ça fait partie de ma carrière. Et entre guillemets, c'est des choses qui m'ont permis aussi de me développer en tant que joueur et en tant qu'homme. Et non, voilà, maintenant, je vais tout faire pour en faire partie. Dans ce vestiaire, tu as aussi un capitaine, Kylian Mbappé. Comment tu l'as vu évoluer en tant que capitaine au fur et à mesure? Non, je l'ai vu arriver, déjà je l'ai vu arriver tout jeune. Et non, il a grandi en tant que joueur et en tant qu'homme et il s'est affirmé sur le terrain et en dehors et c'est quelque chose qui lui va à merveille. Il le porte bien et maintenant il a cette aura aussi en dehors du foot et dans le vestiaire qui lui permet de pouvoir s'exprimer en tant que capitaine et il le fait très bien. Il lui fallait ce temps d'adaptation. Bah, bien sûr, il faut toujours, pour pouvoir être légitime, pour avoir un brassard, il faut toujours un certain temps et une certaine aura aussi, et c'est ce qu'il a aujourd'hui. Et ton rapport avec Didier Deschamps qui t'a offert ta première sélection en 2014, c'est une relation un peu père-fils entre vous deux? Moi, je l'ai vu encore sur les images à Clairefontaine. Non, bah, ça fait énormément d'années que je le connais maintenant et qu'il me connaît aussi. Beaucoup. Et non, on a une très bonne relation. C'est bien sûr, il y a eu des déceptions ou des choses comme ça, mais ça fait partie. Faut savoir aussi faire la part des choses. Ça fait partie du foot et des carrières et des choses comme ça. Et voilà, mais non, on a une très bonne relation. Qu'est-ce qui te donne encore des frissons quand tu es sur un terrain? Bah déjà, l'entrée, quand tu rentres quand tu es dans le tunnel, dans ce tunnel,
T'arrives sur le terrain déjà, rien que ça, c'est des frissons. Et non, maintenant, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer par exemple avec Aston Villa avec mes enfants. C'est des choses particulières aussi, des moments que tu partages avec tes enfants. C'est comme un papa qui emmène ses enfants, je sais pas, à son travail. Bah, c'est pareil, moi je me souviens quand j'allais à l'entreprise de mon père, bah, c'était des moments cool. Il m'emmenait dans son bureau, c'était particulier. Là c'est pareil. Après il y a les fans aussi bien sûr. Quand t'entends en Angleterre, des fois ils chantent des chansons, des choses comme ça, c'est top. De Lille à Barcelone, en passant par Paris, Rome, aujourd'hui Birmingham. Et Aston Villa, il y a une personne très importante dans ta vie, ta compagne, Ouais. Tiziri, qui t'a toujours accompagné. Quel rôle elle a joué dans ta stabilité? Bah, c'est elle la stabilité en vrai. Elle a pas jeu de rôle, on se connaît depuis on s'est rencontrés à 16 ans et on a grandi ensemble, on a construit notre vie ensemble, notre famille ensemble et après on a essayé de tout mettre en œuvre pour qu'elle réussisse de son côté aussi et que je réussisse du mien. Par exemple, quand on est parti à Rome, j'avais la possibilité d'aller dans d'autres clubs aussi. Mais Rome me convenait très bien. Elle pouvait continuer de finir ses études parce que c'était primordial aussi qu'elle finisse ses études. Et comme ça, et parce qu'il lui restait qu'un an, donc comme ça, elle était tranquille. Donc au final, on a réussi à... C'est pas trop mal débrouillé là-dessus. Donc c'est une maman admirable, elle s'occupe à merveille de nos enfants et c'est une top épouse. Non, on est meilleurs amis avant d'être mari et femme. Et non, on a une top relation. Ouais. Pour finir, Lucas, si tu pouvais parler au Lucas qui avait 18 ans, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Bon courage. Non, je rigole. Non, non. Non, je lui dirais travail dur. Hein. Travail dur, il y a que ça qui paye. Et en vrai, profite parce que le temps passe vite. Non, c'est tout. Il y a encore de belles choses qui arrivent. Ouais, bien sûr. Non, non, ça c'est sûr. Je suis encore en bonne forme. Bon, on te souhaite le meilleur pour cette saison, Merci beaucoup. le meilleur avec l'équipe de France C'est gentil. et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Merci Lucas. Merci. Merci à toi.